Difficile aujourd'hui en France d'évoquer la légende du roi Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, sans penser tout de suite à la très célèbre série Camelot, qui met en scène les personnages de ces cycles épiques et leur quotidien, sous un jour inattendu. Tout au long des 6 saisons que dure cette série, Alexandre Astier nous a montré toute l'étendue de son talent, à la fois en tant qu'acteur, réalisateur, mais aussi scénariste. Mais surtout, il a su nous transmettre une connaissance rigoureuse du Moyen-Âge et des légendes arthuriennes, tout en nous délivrant une histoire drôle, touchante et bourrée de références. Mais comme évidemment toute adaptation moderne d'une légende, surtout lorsqu'elle est aussi vaste que la matière de Bretagne, s'autorise quelques arrangements avec le mythe original, je vous propose aujourd'hui de découvrir les principales différences entre la série et la vraie légende des chevaliers de la table ronde. Petit avertissement tout de même, au vu du titre, attendez-vous à un bon paquet de spoilers, alors filez voir la série si vous n'avez pas encore tout vu. Commençons notre tour de la série Camelot par un petit rappel sur les légendes de la matière de Bretagne. Dans celle-ci, le roi Arthur est un seigneur breton mythique qui aura régné à la fin du 5e siècle en fédérant tous les peuples celtes face aux invasions germaniques. Mais sa figure légendaire est avant tout indissociable de la quête du Saint Graal, Calice ayant recueilli le sang du Christ lors de la crucifixion, pour laquelle le roi aurait réuni les meilleurs chevaliers de son temps autour d'une table qu'il a voulu rompre pour supprimer tout lien de hiérarchie entre eux. Avec l'aide de Merlin l'Enchanteur, Viviane la Dame du Lac, et équipée de son épée Excalibur, cette quête qui dure plusieurs générations aboutit dans la légende jusqu'à la découverte du Graal et la bataille finale de Camlann où Arthur trouve la mort, avant d'être emmené sur l'île d'Avalon. Dans la série, nous retrouvons tous ces éléments incontournables de la légende, la quête du Graal et la montée du christianisme, la table ronde, les chevaliers et la chevalerie, Excalibur, Merlin, la Dame du Lac, Morgane la Fée, le roi Arthur et même les invasions barbares ou la féodalité, mais leur traitement est bien différent de la légende. Tout d'abord, Camelot est ancré dans un contexte historique bien spécifique, celui de la Bretagne du 5e siècle à l'époque de l'existence supposée du roi Arthur. Ce qui semblerait être un détail est à l'origine d'une des divergences les plus frappantes de la série, le fait que le royaume breton est en guerre contre littéralement tout le monde. Les Romains, les Huns, Vikings, Saxons, Burgondes, les Maures, les Pictes et même les Byzantins qui semblent tous essayer d'envahir la Grande-Bretagne et bien sûr dans la vraie légende, hormis pour les Romains et les Saxons, peu ont tenté d'envahir la Bretagne, étant donné que la plupart de ces peuples présents dans la série n'existaient même pas à cette époque, l'âge des Vikings par exemple n'ayant commencé véritablement qu'au 8e siècle, et que certains peuples, comme les Byzantins, sont bien trop loin de la Manche pour se préoccuper des peuples bretons. On retrouve aussi dans la série un élément important qui codifie les relations sociales, la féodalité. Pourtant, à l'époque du roi Arthur, celle-ci est encore à un stade embryonnaire, et la Bretagne ressemble surtout à la cohabitation de différents clans autonomes également montrés dans Camelot. Et ce n'est que plus tard que se mettra en place une hiérarchie régie par la vassalité et le servage. Cet anachronisme est toutefois à nuancer. Il ne faut pas oublier que même si la légende du roi Arthur est censée se dérouler au tout début de la période médiévale, ces histoires sont avant tout une réécriture de mythes oraux survenus au XIIe siècle, et c'est pourquoi on retrouve dans la série des us et coutumes apparus après l'an 1000, qui sont présents même dans la légende telle qu'elle nous a été transmise, comme par exemple le servage des paysans, donnant lieu à quelques scènes assez hilarantes avec les villageois du domaine. Et la féodalité passe aussi bien évidemment par la chevalerie, qui est elle aussi mise en scène dans la série de façon anachronique vu qu'elle n'était pas vraiment en place et en aucun cas codifiée au 5e siècle et qu'elle est un rajout des auteurs médiévaux. Des cérémonies montrées dans Camelot comme l'adoubement sont donc en réalité bien éloignées de l'époque du roi Arthur, mais c'est aussi le cas des armures portées par les personnages, qui en revanche là ne reflètent pas non plus l'époque où a été consacrée la légende et sont une liberté prise par la série, puisque les armures de plate datent plutôt du 15e siècle. Hormis ce petit détail, qui reflète la vision traditionnelle du chevalier en armure dans l'imaginaire collectif, le reste des éléments anachroniques liés à la chevalerie dans la série sont donc justifiables car ils proviennent directement du mythe arthurien qui nous a été transmis, et ils trouvent un écho humoristique dans Camelot qui n'hésite pas à s'amuser des travers de cette organisation sociale. Un autre thème primordial dans la série est lui aussi propre à l'époque où a été popularisé le mythe arthurien, et non celle où il est censé se dérouler, et le christianisme. Celui-ci y est incarné principalement par la quête du Graal, dont on va reparler un petit peu plus tard, mais surtout par le père Blaise, qui est à la fois le curé de Camelot, mais aussi le scribe officiel de la table ronde, remplissant ainsi les fonctions traditionnellement dévolues aux oratores médiévaux, le clergé, à une époque où très peu de gens savaient lire et écrire, et c'est aussi pourquoi, étant l'un des seuls lettrés du royaume, il personnifie aussi dans la série la construction de la légende arthurienne.
On le voit notamment faire visiter le château avec la tombe du roi Arthur, qui n'est pourtant pas encore mort à ce moment-là, ou bien insister sur le fait qu'il embellit les récits de la plupart des chevaliers qui seraient médiocres autrement, et ces détails subtils concordent pourtant parfaitement avec l'image du père Blaise dans les mythes arthuriens, où il constitue presque un narrateur externe à l'histoire. Ce personnage est d'ailleurs l'un des plus proches physiquement de la légende, puisqu'il y est dit très grand, maigre et mal rasé, des critères qui correspondent parfaitement à l'acteur Jean-Robert Lombard. Mais on peut sans doute regretter que le père Blaise dans la série n'ait pas un rôle aussi important que dans le mythe, en étant le confident de personnages de premier plan. Mais ça, on en reparle aussi juste après. Pour en revenir au christianisme, contrairement à la légende écrite à une période où il ne s'agissait pas de remettre en cause la légitimité de la chrétienté, le discours de l'église dans Kaamelott endosse une dimension bien plus parodique, incarnée par des personnages inventés de toutes pièces, comme notamment le répurgateur joué par Elise Moon, d'ailleurs inspiré des Witch Hunters de Warhammer, dont Alexandre Astier a admis être un fan et un joueur avide. Les cycles arthuriens se déroulant au moment où la religion chrétienne s'impose progressivement en Europe tout en cohabitant avec les cultes des anciens dieux, Kaamelott joue sur le côté burlesque de cette situation en montrant que la religion catholique peine à être comprise et est présentée comme une sorte de nouvelle mode, ce qui donne lieu à des situations comiques comme lorsque le père Blaise tente d'éradiquer les champs païens ou organise la première messe de Kaamelott qui ne suscite guère d'enthousiasme. Enfin, avec le père Blaise, la quête du Graal représente aussi un symbole puissant de cette christianisation dans la série, où elle est tournée en dérision comme un moyen un peu arbitraire et très mal compris des chevaliers de populariser la religion catholique. Cette montée du christianisme, avec notamment l'influence naissante du pape, contraste d'ailleurs fortement avec la décadence de l'Empire romain, qui est présenté comme mourant et s'accrochant à une domination qu'il ne possède déjà plus vraiment. Si la chute de l'Empire romain est absente du mythe arthurien originel, en revanche le christianisme y est omniprésent. Mais bien sûr, le regard porté dessus et sur la religion en général dans Kaamelott est bien plus critique et moderne, Arthur admettant même dans la série que les religions c'est le bordel. Le Graal, on l'a vu, est ainsi la raison d'être du rassemblement des chevaliers de la table ronde, et il est donc normal qu'il ait en principe une importance cruciale dans la série comme dans la légende. La plupart du temps, les chevaliers de Kaamelott ne semblent s'y intéresser que moyennement, bien plus préoccupés par leurs petites affaires, et Arthur est l'un des seuls à faire vraiment preuve de sérieux à ce sujet, même si certains de ses compagnons ne manquent pourtant pas de bonne volonté. Une nouvelle fois, la série se joue un peu de la légende, puisqu'au-delà d'être incomprise ou peu prise au sérieux, la quête du Graal est le sujet de questionnements intenses, comme lorsque les chevaliers tentent d'élucider la question de sa nature, sur laquelle même les dieux ne parviennent pas à se mettre d'accord, certains affirmant qu'il s'agirait d'un récipient, et d'autres encore d'une pierre incandescente, ce qui est d'ailleurs une référence directe aux multiples versions de la légende concernant l'apparence de cet objet sacré. Pourtant, dans la totalité des écrits qui composent la matière de Bretagne, le Graal n'a pas souvent un rôle central dans les aventures que vivent les chevaliers de la table ronde, et cet aspect-là de Kaamelott n'est donc pas si différent du mythe, même si bien évidemment, dans les légendes, c'est pour des raisons bien moins triviales que dans Kaamelott que les chevaliers ne sont pas entièrement dévoués à cette quête. Un autre objet indissociable de l'histoire du roi Arthur est la fameuse épée Excalibur, qui dans la série est l'épée magique que celui-ci extrait du rocher, faisant ainsi de lui le roi de l'ogre, et qui est même au cœur de l'intrigue du livre 5. Dans la légende, cependant, du moins dans les sources les plus tardives, il n'y a pas une, mais deux épées magiques, dont l'une, la vraie Excalibur, est donnée au roi Arthur par la première dame du lac après que celui-ci ait brisé l'épée d'origine qu'il avait retirée du rocher lors d'un combat contre Pellinore, père de Perceval le Gallois. Les créateurs de la série semblent avoir donc favorisé les sources les plus anciennes, où Excalibur, encore nommé Calesvol, apparaît la veille de Noël dans le rocher pour désigner comme roi légitime de l'ogre celui qui arriverait à l'en sortir. Ce choix est sans nul doute pris pour simplifier les choses et ne pas perdre ceux qui seraient persuadés qu'il n'existerait qu'une seule Excalibur, car Alexandre Astier reste malgré tout très bien renseigné sur les légendes concernant cette épée, le fait qu'elle flamboie dans la série étant par exemple un écho au moment où le Arthur légendaire dégaine pour la première fois son arme, dont l'aura magique aveugle ses ennemis. On en vient donc à la Dame du Lac, et si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que j'ai précisé que c'est la première Dame du Lac qui dans les légendes tardives donne Excalibur à Arthur. Ces sources tardives, qui proviennent principalement de la compilation de Thomas Malory au XVe siècle, nous racontent l'existence d'une première Dame du Lac qui est tuée par le chevalier Balin après une querelle concernant son amant bien avant la création de la table ronde par Arthur, et elle est remplacée par la seule Dame du Lac nommée dans la légende, Nimue, dont le nom change progressivement pour devenir Viviane.
Et c'est bien Viviane qui est présente dans la série Kaamelott, puisque Méléagant l'appelle par ce nom dans la 5e saison. Mais l'histoire de ce personnage est sans doute l'une de celles qui dévie le plus des légendes arthuriennes, puisque bien qu'elle soit effectivement la nourrice de Lancelot, et qu'elle assiste Arthur dans la quête du Graal, il n'est nullement fait mention dans la série de sa relation avec Merlin, qui dans la légende lui apprend tout ce qu'il sait de la magie et la convoite amoureusement, au contraire de Kaamelott où les deux personnages ne sont même jamais vus ensemble. Enfin, son bannissement est aussi une invention de la série puisqu'aucune légende n'en fait mention. Donc si la relation entre Viviane et Merlin est inexistante dans la série, est-ce que la figure de l'enchanteur reste donc tout de même fidèle au mythe arthurien ? Comme dans la légende, le Merlin de la série est à l'origine un genre d'antéchrist, enfant du diable et d'une vierge, enchanteur de la cour et qui protège Arthur et ses chevaliers à Kaamelott. Et bien que peu efficace en tant que magicien, il n'en reste pas moins un personnage incontournable de la série. La différence la plus notable avec l'enchanteur des légendes est sans doute sa relation avec le père Blaise, qui dans la majorité des mythes est son confident, les deux personnages ayant tissé de forts liens d'amitié qui ne sont jamais mis en évidence dans la série. Cette amitié va même si loin que certaines sources anciennes affirment que le père Blaise est celui qui aurait fait baptiser Merlin enfant, en découvrant qu'il était le fils du diable, pour le préserver de son mauvais destin, chose sans doute impossible dans la série puisque Merlin y est âgé de 884 ans. Si Kaamelott nous présente un autre personnage magique en la personne du puissant enchanteur Elias de Kidewitch, rival de Merlin mais qui se retrouve obligé de travailler avec lui et totalement absent des légendes arthuriennes, en revanche la matière de Bretagne nous a habitués à la présence de bien plus de personnages magiques dont l'incontournable fée Morgane, demi-sœur d'Arthur qui est le plus souvent son opposante et parfois son alliée. Élevée par Viviane dont elle a appris la magie, celle-ci est chargée d'amener Arthur sur l'île d'Avalon à sa mort après avoir croisé sa route de nombreuses fois, dont notamment pour enfanter un enfant incestueux, le chevalier félon Mordred. Dans Kaamelott, il existe bel et bien une fée Morgane chargée de remplir ce rôle, mais le roi ne la reconnaît pas et semble n'avoir aucun lien de parenté avec elle. La relation conflictuelle du roi avec sa sœur est entièrement reprise par Anna, autre nom de Morgause dans la légende, où elle est aussi une autre demi-sœur du roi, mariée également au roi Lot et mère de Gauvin comme dans la série. Toutefois, nous ne pouvons parler de la matière de Bretagne ni de Kaamelott sans bien sûr s'attarder sur le principal protagoniste, le roi Arthur. Dans la série, Arthur est le fils d'Uther Pendragon et d'Igerne de Tintagel, envoyé à Rome dans sa jeunesse après avoir retiré Excalibur de son rocher et l'y avoir replanté, afin de suivre un cursus militaire qui lui a permis de devenir le Dux Bellorum de la Bretagne et finalement le roi de l'ogre et des clans fédérés. Au fil des épisodes, on découvre un personnage désabusé, franchement dépassé par l'incompétence de ceux qui l'entourent, mais fondamentalement bon et généreux, n'hésitant pas à promouvoir l'abolition de l'esclavage ou de la peine de mort, faisant de lui un homme en avance sur son époque, soulignant d'ailleurs la brutalité du monde médiéval qui l'entoure. Mais le roi Arthur est aussi présenté comme un homme comme les autres, doté de nombreux travers, parmi lesquels son irritabilité, sa polygamie totalement assumée ou encore ses mensonges douteux pour arriver à ses fins, comme durant sa relation avec Dame Mévanouie, mais le personnage finit par devenir plus sombre dans les dernières saisons, montrant un visage épuisé, dans un état de dépression qui atteint son point d'orgue avec sa tentative de suicide à la fin de la saison 5. Le personnage d'Arthur dans la légende possède les mêmes origines familiales que dans la série, et a également été élevé par son père adoptif Antor. En revanche, il n'est jamais parti à Rome pour y parfaire son éducation, la seule mention de la ville dans les romances arthuriennes étant associée à des expéditions militaires qu'il aurait menées et à une tentative d'invasion de la ville. La personnalité du roi dans les légendes est très éloignée de celle de son homologue de Kaamelott, puisqu'il n'y est en aucun cas fait référence à une quelconque dépression, et au contraire il apparaît comme un homme exemplaire, dévoué corps et âme à la quête du Graal et aux valeurs de la chevalerie, alors que justement cette tâche apparaît comme écrasante pour le Arthur de la série. Au risque d'en décevoir beaucoup qui sont attachés à l'idée qu'au Moyen-Âge, le sexe hors mariage est toléré, le Arthur légendaire n'a jamais été polygame et n'a eu aucune relation extra-conjugale, l'adultère étant d'ailleurs un sujet très sérieux dans la légende et traité avec bien plus de critiques que dans la série. Outre l'effet comique qu'elle produit, cette transformation assumée du personnage souligne finalement le caractère irréel de la légende, comme s'il était impossible pour un seul homme de correspondre aux attentes que le public se fait d'une figure qui a été élevée au rang de mythe, et Alexandre Astier en joue à de nombreuses reprises dans la série, notamment lorsque les chevaliers essaient de raconter des histoires à la table ronde, et que le père Blaise précise qu'il les modifie grandement pour faire plus légende.
En vérité, Kaamelott peut être vu dans son interprétation de la légende comme une vision moderne et désabusée de la matière de Bretagne, voire comme une volonté de mettre en exergue le caractère irréaliste des chevaliers de la table ronde, presque toujours infaillibles chez les auteurs du Moyen-Âge et dotés d'innombrables qualités. Pour autant, les auteurs de la série n'en restent pas moins très renseignés sur le sujet, avec un souci du détail remarquable. Et si dans cette vidéo vous avez pu voir que le traitement des éléments légendaires dans la série reste tout de même assez proche du mythe, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo consacrée cette fois-ci aux personnages de Kaamelott et à leur ressemblance ou différence avec ceux de la légende.